Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de mon opération des cordes vocales, enfin des suites plus exactement. Alors aujourd'hui, nous sommes à J plus 28, donc un mois après l'opération à peu près. Alors, avant tout, je voudrais préciser certaines choses. J'ai entendu des rumeurs, mais même avant l'opération, mais après aussi, comme quoi ça ne marche pas, on a la fameuse voix de canard, comme si on avait une voix de canard après toute sa vie, qu'on ne peut plus parler, ce genre de choses. Enfin voilà, j'ai entendu ça effectivement pas mal de fois, mais tout le temps de la part de gens qui n'ont pas eu l'opération eux-mêmes. Eh ben oui, c'est des oui-dire, c'est des choses qu'on a entendues par personne interposée. Ah oui, c'est la catastrophe, c'est dangereux, j'ai même entendu dire, vous voyez, ce genre de choses. Bon, alors moi je voudrais préciser quelque chose. Effectivement, j'avais entendu tout ça avant de faire l'opération, mais je me suis dit quand même, ça me paraît pas très objectif tout ça. On dit que c'est dangereux, ça marche pas, mais est-ce qu'on explique pourquoi? Ben non, on n'a en général aucune explication. Enfin, on n'a jamais aucune explication même. Donc, moi, j'ai préféré me baser sur des témoignages faits sur YouTube. Il n'y en avait aucun en France. C'est pour ça que moi, mon témoignage, je pense que c'est le premier en France. Donc, avis aux personnes intéressées. Vous avez des essais avant et après l'opération des cordes vocales. En plus, moi, je suis un peu chanteuse lyrique, donc sur mes vidéos, vous avez un exemple de ce que je faisais avant, en chant lyrique, et peut-être qu'un peu plus tard, vous aurez un résultat après. Bon, enfin, il va falloir attendre un petit peu quand même, parce que je ne suis pas prête pour recommencer à chanter pour l'instant. Voilà. Alors, donc, ces rumeurs, ça vient d'où? Eh ben, j'en sais rien. Ben, voilà, c'est des choses qui se disent. Il faut dire aussi qu'il y a très peu de personnes qui font cette opération. Et bon, moi j'ai lu quelques rapports de médicaux par rapport à la satisfaction des gens qui ont eu cette opération. Bon, en anglais, parce qu'en France il n'y a absolument rien, j'ai trouvé aucun rapport là-dessus. Bon, il paraît que le taux de réussite tourne autour de 50-60%, qu'il y a à peu près 10 ou 20%. On va dire ni satisfait ni insatisfait, c'est-à-dire que c'est à peu près ça, le résultat est le même, quoi, c'est-à-dire que par rapport à avant, ça ne change pas grand-chose, et puis 10-20% d'insatisfaction. Voilà. Ça, c'est des chiffres, je pense, plus sérieux que j'ai trouvés. Vous pourriez toujours me demander où est-ce que je les ai trouvés, j'ai gardé cela. Voilà, donc, et ça a été fait sur des personnes diverses, c'est-à-dire des gens qui peuvent être malades, des gens, des trans, des cis, enfin un peu de tout, mais c'est la même opération quand même. Bon, alors je voulais préciser aussi que les gens ne savent même pas en quoi ça consiste, c'est l'opération des cordes vocales. Je sais pas, ils s'imaginent qu'on farfouille là-dedans, qu'on tripote les cordes, je sais pas ce qu'on fait, qu'on les coupe, ou j'en sais rien, j'ai entendu des tas de trucs. Mais bon, il faut savoir qu'il y a différentes techniques, plus ou moins simples, plus ou moins fiables, certaines techniques qu'on n'utilise plus. Enfin, si on veut se renseigner là-dessus, il faut quand même passer un peu de temps. Alors, je finis la parenthèse par rapport à ces rumeurs. Bon, moi je pense sincèrement qu'il n'y a pas plus de risque qu'une FFS ou qu'une vaginaux. Voilà, je veux dire, il n'y a aucune raison que qu'il y aurait plus de loupés dans ce genre d'opération que dans des opérations encore plus délicates que ça. Bon, alors je sais que pour la vaginaux, il y a des ratés, ça on le sait. Les gens même, quelquefois, expliquent pourquoi, perte de sensibilité, etc. Bon là, on est d'accord. Voilà, mais pour les cordes vocales, j'ai jamais entendu d'explication de la part de gens concernés, je dis bien, qui disent pourquoi ça n'a pas marché. Bon, et si, quelquefois, ils disent, ah bah oui,
Ça a mis plus de temps avant de se stabiliser. Ça peut mettre beaucoup de temps, ça dépend s'il y a des complications ou pas, si on est malade ou pas en même temps, enfin bref. Effectivement, bon, oui, personne, ils ont dû attendre 1 an ou 2 avant d'avoir vraiment une voix correcte. Bon, ben, oui, et c'est pareil pour 2 opérations, hein, une FFS, c'est la même chose. On peut avoir, lors comment dire, chirurgie faciale, par exemple, on peut avoir des zones insensibilisées pendant plus d'1 an. Ah bah oui, c'est un peu le cas pour le menton. Bah j'ai le menton qui est encore insensibilisé un peu, quoi, après 1 an. Bon, bah voilà, c'est normal, il peut y avoir des suites comme ça. Bon, voilà, alors, je reviens sur les différentes techniques. Alors, il y a une technique, bon, la plus simple, la plus fiable, paraît-il, c'est la technique, l'approximation cricothyroïdienne. Bon, un mot un peu barbare, en fait, ça consiste simplement de écarter, si je ne me trompe pas, le cartilage cricoïde avec le cartilage thyroïde, les écarter pour tendre les cordes vocales. Alors, on tend ces cordes vocales, bah, effectivement, comme pour un instrument de musique, comme pour une corde de guitare, on la tend, bah, elle monte, enfin le son est plus haut. C'est pareil. Je reviendrai sur les effets que ça fait juste après. Je reviens sur les techniques. Bon, ça c'est la technique l'approximation cricothyroïdienne. Bon, il y en a d'autres qui consistent à raccourcir les cordes vocales à l'aide de fils. Et puis il y a aussi des techniques au laser. Voilà, bon, les techniques au laser, d'après ce que j'ai compris, on a un peu laissé tomber. Bon, à cause des résultats, bon, voilà, mais bon, enfin, en tout cas, les 2 techniques les plus utilisées, c'est celle de l'écartement des cartilages et l'autre qui consiste à raccourcir les cordes vocales. Sachant que cette seconde technique est réversible. On peut toujours enlever les cordes, enfin le fil qui a servi à tendre les cordes vocales, et il paraît même que ça peut, il peut y avoir des incidents, c'est-à-dire que le fil s'enlève tout seul, ou bon bref, et puis que la voix revient comme avant. Bon, voilà. Donc c'est une technique moins fiable, mais paraît-il quand même plus spectaculaire. Là, tout le registre monte, là on gagne des aigus par contre. Hein. C'est normal, les cordes vocales sont plus petites, on ne tire pas plus dessus, les cordes vocales plus petites, donc eh ben, elles se rapprochent des cordes vocales féminines. Voilà, alors, donc, ce que je dirais en fait, c'est que si l'on est intéressé par les cordes vocales, il faut se boucher les oreilles du copain, de la copine, de l'ami, de qui a entendu dire que machin truc, ça marche pas et c'est dangereux, etc. On laisse tomber ces rumeurs, on fait des recherches sur internet, quitte à prendre des sites en anglais, voir les résultats, des témoignages sur YouTube, bon, bah, en anglais, en espagnol, en danois, tout ce qu'on veut, parce qu'en français, il n'y en aura pas, à part le mien. Et on se fait son idée. Et aussi, on choisit son spécialiste ORL chirurgien qui connaît bien la question, bien sûr, et qui a de l'expérience là-dessus. Ah ben oui, ça aussi, ça compte, hein, évidemment, comme pour n'importe quelle chirurgie. Alors, bon, maintenant, pour ma part, donc, comme je disais, J plus 28, ça va assez mieux. Bon, j'ai toujours la voix rauque, ça s'entend. Bon, il faut dire aussi que je suis toujours enrhumé, ça fait 2 mois que je trimballe ça m'énerve au plus haut point, ça commence à me déprimer d'être toujours comme en mode zombie. Mais voilà, je commence à me rendre compte de ce que va être le résultat définitif. En fait, le résultat définitif sera assez proche de la voix que j'avais au départ. Alors vous allez me dire, quel intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que la différence par rapport à avant, c'est que quand je parle, je sors directement le son que je veux, le registre que je veux, sans contrôle. C'est-à-dire, je veux dire quelque chose, je dis quelque chose. Voilà, c'est ma voix naturelle maintenant. Alors qu'avant, j'étais une octave en dessous. Et qu'il fallait donc que je remonte la voix pour essayer d'avoir
une voix plus cohérente, on va dire. Hein. Voilà la différence. C'est qu'on n'a plus à réfléchir au son qu'on va produire. Voilà. Bon, évidemment, pendant la période post-opératoire, on va être perturbé, hein, parce qu'on ne reconnaît plus sa voix, on n'arrive pas à retrouver la hauteur qu'on veut, enfin, on entend un son, on veut le reproduire, on n'y arrive pas. Il faut que le cerveau se réhabitue à ce qu'il entend par rapport à ce qu'il émet. Voilà, donc, temps d'adaptation nécessaire, évidemment. Alors oui, dans les effets secondaires, j'ai eu des soucis un peu de déglutition les 2 premières semaines, c'est-à-dire que j'avais des aliments qui se coinçaient un peu dans la gorge, c'est gênant quand même, des graineries, des choses comme ça reste coincé, on sait que quelque chose est coincé, ça ne se décoince pas, et puis bon, 20 minutes après, on a le grainerie qui remonte, enfin, ce genre de choses. Le mal de gorge, évidemment. Moi, c'est comme si j'avais eu une angine pendant quelques semaines. Mais c'est pas forcément que ce soit pour tout le monde pareil, hein, parce que moi, franchement, bon, j'ai avec tous ces problèmes de rhume, de tout ce qu'on veut. Voilà, donc je pense avoir bien résumé la question. Je referai une petite vidéo, je sais pas, un peu plus tard, dans 15 jours, un mois peut-être. La visite post-opératoire est prévue fin octobre. Et d'après ce que j'ai compris, on va me refaire des tests de hauteur. C'est-à-dire que avant l'opération, la phoniatre m'avait fait parler, enregistrer et a déterminé un peu ma fréquence fondamentale en voix parlée. Donc pour moi, ça donnait, je crois, du 165 Hz. Et puis là, ils vont vérifier si ça retombe à peu près pareil ou un peu plus haut. Voilà, ça va être ça le test. Hein. Voilà, et écoutez, je vous remercie, je vous dis bien, à bientôt. Voilà.